On en veut à la Guinée pour avoir dit non au général de Gaulle au moment du référendum. La Guinée a assumé ses responsabilités en toute conscience. Et cette situation singulière a été exploitée dans le but d'isoler la Guinée. Sur ce plan, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à mon peuple. Et vous savez, le peuple, quelle est sa position à l'égard de son régime. Quand on dit, Monsieur le Président, à l'extérieur, que Sékou Touré est un dictateur, vous pensez que ceux qui vous traitent de dictateur n'ont rien compris? Ils n'ont rien compris parce que M. Sékou Touré n'a jamais mis en avant ni sa personne, ni ses intérêts. Mais il entend demeurer la fidèle incarnation de son peuple. Et toute décision arrêtée démocratiquement par le peuple de Guinée est défendue avec fermeté par M. Sékou Touré. C'est sa mission d'être. Depuis, disons, 1 ou 2 ans, vous êtes sorti de votre isolement vis-à-vis de la France et vis-à-vis du monde extérieur. Est-ce que vous regrettez de vous être isolé pendant 25 ans? Est-ce que c'était pas un peu trop long? À vrai dire, je n'ai jamais été isolé. Je dis la vérité n'est jamais isolée. Jamais. Et vous dites la vérité? Je ne dirai que la vérité. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit soit la vérité, mais je dirai la vérité de mon peuple. Mais qu'est-ce qui a changé? La situation en Guinée ou la situation en France, à votre avis? À mon avis, il y a un changement en France. Un changement d'esprit en France. Depuis, d'abord, il faut le reconnaître, du temps de M. Giscard d'Estaing, qui est venu ici, qui nous a tenu un langage nouveau, indiquant la volonté de la France de coopérer loyalement avec la Guinée. Mais je sais que M. François Mitterrand a défini un programme qui maintenant est axé sur une véritable coopération sur la base de l'égalité avec le tiers-monde. Vous attendez quoi de la France maintenant, concrètement? Et j'entends d'abord définir la disponibilité totale de la Guinée à coopérer sincèrement avec la France, dans tous les domaines où il peut être possible d'associer les intérêts de la France et ceux de la Guinée. Par exemple? Je dois vous dire que la Guinée a des richesses fabuleuses, de potentialités très immenses. On dit d'ailleurs de la Guinée que c'est un scandale géologique. Cela est vrai. Et nous ne verrons aucun inconvénient, au contraire, de coopérer avec la France dans tous les domaines où, par exemple, la valorisation de nos richesses minières et géologiques pourrait l'intéresser. Mais je ne vais pas en France pour cela. Je vais en France pour une mission d'amitié. La France et la Guinée n'ont pas toujours été très faciles, en partie à cause de problèmes humains. Ce que nous appelons en Occident, nous, les droits de l'homme. Que la Guinée, il faut bien le dire, n'a pas toujours respecté. Voilà, et la France a toujours respecté les droits de l'homme. Non, non, on parle de la Guinée, Monsieur le Président. Qu'en est-il aujourd'hui? Nous avons toujours respecté les droits du peuple et les droits de l'homme. Et je crois que la démocratie, le système démocratique guinéen est en avance sur la plupart des systèmes démocratiques en Europe. Je vous parle en connaissance de cause. Monsieur le Président, c'est vrai qu'il y a eu ici, en Guinée, dans votre pays, une certaine libéralisation depuis 2 ans, mais les rapports d'Amnesty International, que vous connaissez, continuent d'affirmer qu'il y a plusieurs milliers de prisonniers politiques dans les prisons. Oui, les prisons qui sont dans l'esprit de ces hommes-là. Il y a des témoignages, Monsieur le Président. Témoignages de qui? Des gens torturés, des syndicalistes, des ouvriers. Des syndicalistes, lequel? Vous contestez en bloc? Ouvriers qui? Je parle en connaissance de cause. Si vous pouviez désigner un leader sincère qui vienne ici tenir un meeting de la sorte, c'est le peuple qui... On en veut à la Guinée pour avoir dit non au général de Gaulle au moment du référendum. La Guinée a assumé ses responsabilités en toute conscience. Et cette situation singulière a été exploitée dans le but d'isoler la Guinée. Sur ce plan, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à mon peuple. Et vous savez, le peuple, quelle est sa position à l'égard de son régime. Monsieur le
Président, pour donner peut-être plus de poids Oui. à ce que vous venez de dire, permettez-vous à une organisation internationale comme la Croix-Rouge de venir ici, chez vous, constater? La Croix-Rouge peut venir à tout moment. D'abord, nous ne sommes pas membres, mais je l'accepte. Pour faire le démenti aux menteurs qui en France écrivent ou parlent, pas seulement la Croix-Rouge, tout homme qui n'aime même pas la Guinée, mais pourvu qu'il puisse vous dire la vérité, est autorisé à venir en Guinée, circuler dans tout le pays. S'il veut visiter les prisons, qu'il les visite. La Croix-Rouge internationale. N'importe quelle organisation, de votre préférence. Monsieur le Président, autre problème épineux, Oui. vous attendez bien sûr, celui des Français qui ont disparu en Guinée. Oui. Comptez-vous, lors de ce voyage officiel, donner des assurances aux familles qui attendent en France, en tout cas c'est ce qu'elles disent, la vérité sur cette affaire? Je ne connais aucun Français qui ait perdu la vie en Guinée. Je connais des ministres, des ambassadeurs guinéens qui se sont vendus aux puissances étrangères. Qui avaient la double nationalité. Mais s'ils sont la double nationalité, c'est leur affaire. Pour moi, ce ne sont pas des Français, ce sont des Guinéens. Ils ont épousé des citoyennes françaises. Ils ont eu ainsi la double nationalité par rapport à votre législation. Mais pour moi, ce sont des Guinéens. Monsieur le Président, si je vous comprends bien sur cette affaire, c'est 8 Français ou double nationalité, 8 Guinéens. Guinéens à double nationalité. Ils sont français pour vous. Dites les 8 Guinéens 8 sont Guinéens condamnés ont par été le jugés. peuple guinéen. Ils ont été exécutés. Alors vous croyez que la logique c'est pour la France? La logique n'existe pas pour l'Afrique. Le sentiment patriotique n'existe pas pour la Guinée. La notion de patrie n'existe pas. Je ne voudrais pas répondre à ces questions. Nous voulons faire l'amitié, tenant compte de l'identité et aussi de la différence. L'identité, notre commune volonté à coopérer sur la base de l'égalité dans l'intérêt de la France et de la Guinée. La différence, je suis guinéen, vous êtes français. Nos positions sont des positions rationnelles, non passionnelles. Nous pensons que la grandeur de l'homme, tout comme la grandeur d'une nation, ne saurait être exprimée valablement que par l'esprit sous-tendant ses attitudes, ses activités. Et c'est pourquoi, avec la France, nous n'avons jamais eu de rupture réelle. Il y a eu l'incompréhension, il y a eu même des animosités entre quelques groupes et nous. Mais quant au peuple français, le peuple français que nous connaissons, que nous admirons, il n'y a pas eu de rupture, il ne peut pas y avoir de rupture. Pourquoi? Notre fusion totale est faite dans la communauté des idéaux choisis. Et soyez sûrs que la Guinée est sans complexe. Elle a voulu faire montre de responsabilité, de dignité. Et souvent, à l'extérieur de l'Afrique, l'image que l'on a de l'Afrique, c'est cet homme mendiant, assis au carrefour de la rue ou devant une mosquée avec les mains tendues pour recevoir l'aumône. Et même ceux qui, par générosité ou par compréhension de la nécessité de l'aide, apportent cette aide, ils la font souvent dans des formes blessantes. Nous disons, quant à nous, l'histoire, ce n'est pas une course de vitesse. C'est une course de fond sans fin. Pour valoriser l'existence de l'homme, il faut nécessairement avoir une conscience historique, et une conscience sociale, et une conscience politique, et une conscience économique, et une conscience culturelle, et une conscience humaine en un mot. Ce n'est pas le degré de richesse ou de pauvreté qui servirait chez les hommes intelligents à sa classification, mais c'est ce qu'il aura représenté sur l'échelon universel de la pensée universelle. C'est ceux-là qui se confondront
qui se confondra avec lui. Mais la singularité qui a marqué l'accession de mon pays à l'indépendance a été malheureusement exploitée contre le peuple français qui a été induit en erreur. Parmi ceux qui sont là, beaucoup sont venus avec générosité. De ce monsieur Sékou Touré, on en a longtemps parlé. Je ne le connais pas, je voudrais le voir. Qu'est-ce que c'est? Beaucoup sont venus en répondant à votre invitation. Et beaucoup se posent la question, quel est cet homme? Je voudrais vous mettre à l'aise. Cet homme est un fils de la Guinée. Cet homme est un être simple qui a commencé la vie à 17 ans, qui n'a bénéficié que de l'enseignement primaire. Cet homme a été brimé tout jeune. Un arrêté interdisant au secteur public et privé de lui donner un emploi. Cet homme n'avait rien. Et au moment où pour la première fois son parti, le Parti démocratique de Guinée, l'avait choisi pour être le candidat député pour le Parlement français, il lui était réclamé 5 000 francs. C'est-à-dire 50 francs français aujourd'hui. Cet homme, pendant un mois, était incapable par lui-même de trouver les 5 000 francs. Mais cet homme était déjà dans la conscience des travailleurs de Guinée. Il assumait les fonctions de secrétaire général de l'Union territoriale des syndicats. Et celle plus importante, de premier responsable de la Confédération panafricaine des syndicats. Cet homme n'a pu obtenir les 5 000 francs que lorsque les dockers de Conakry ont appris l'incapacité du candidat à se faire inscrire, faute d'argent, avait donc organisé une souscription pour amener les 5 000 francs. Je suis le fruit de mes frères et de mes sœurs. Et les femmes de Guinée ont pris position pour cet homme, unanimement. Et je ferai de telle sorte qu'elles n'aient jamais regretté leur mobilisation. C'est pourquoi dans notre ligne, dans notre programme, l'émancipation de la femme n'est pas prévue comme un acte de solidarité, mais comme une obligation. Il s'agit davantage de l'émancipation de l'homme qui brime et exploite la femme que celle de la femme. Voilà notre conception et nous la traduisons systématiquement dans toute la législation depuis que nous sommes indépendants. Et vous pouvez voir à l'université, à toutes les écoles, nous exigeons l'égalité de chance. L'égalité de l'effectif. Dans la vie, à l'Assemblée, nous avons 42 députés sur une assemblée de 210. Dans le gouvernement, dans tous les appareils de direction. Cet homme aussi a été soutenu par les jeunes parce qu'il avait dirigé le mouvement de la jeunesse. Mais cet homme était esclave d'une tradition familiale. Mes deux grands-parents ont assumé un rôle de premier plan. Nous qui parlons de démocratie populaire, nous provenons de la féodalité. Car mes deux grands-parents ont été chefs, empereurs. Les deux sont morts en exil. L'un à Madagascar, l'autre au Gabon. Mais la Guinée verra l'avènement de la démocratie, l'avènement même du style révolutionnaire grâce à notre groupe. Et ce sont des options sincères. Cet homme donc n'a aucune haine à l'égard de qui que ce soit. Et, monsieur le maire, je vous donnerai tiré des archives quelques extraits des discours tenus lorsque le général de Gaulle
président de la République française, était venu à Conakry. Nous avons tout fait, mais l'incompréhension était totale. Mon collègue, le président de la République française, M. François Mitterrand, était un ami personnel. J'ai appartenu au même groupe parlementaire que lui, le groupe UDCR-RDA. M. Félix Houphouët-Boigny était notre président, mais j'étais vice-président du Rassemblement démocratique africain, le premier leader syndicaliste de l'Ouest africain. Nous disons donc que nous avons voulu maintenir nos liens et même faire affermir l'amitié, la confiance entre la Guinée indépendante et la France. Mais il y a eu contradiction, due à la nature viciée des communications. Ici, le peuple français, je m'excuse de l'expression, n'a souvent entendu ou lu que des contre-vérités. Ah, si je pouvais ici être considéré comme l'homme, le militant, sur une place publique, avec n'importe quel homme, discutant devant le peuple français, de n'importe quel thème, de n'importe quel sujet, j'aurais été plus heureux. Parce que j'aurais abandonné le protocole et j'aurais pu clamer certaines vérités. Ceux qui sont venus à l'appel de M. le maire nous accueillir, j'ai dit certains sont des amis, d'autres ne savent pas pourquoi, pour qui ils sont venus. Je voudrais que vous reteniez une seule image, c'est celle d'un homme sincère, un homme qui n'a pas de complexe, un homme qui n'a aucune rancune, un homme qui voudrait bâtir avec les Français un avenir merveilleux de coopération entre la France et son pays. Cela est sincère. Mais nous connaissons un fait, chaque pays, quel que soit le niveau de son développement historique, a des besoins. L'homme sans besoin n'existe pas. Car le bonheur est une conception de capacité de satisfaction des besoins, et le bonheur est sans fin parce que les besoins sont sans fin. Si on peut limiter les besoins physiologiques, mais les besoins culturels sont sans fin, l'esprit inventera toujours une nouvelle forme de l'éthique et poussera l'homme à sa réalisation. Nous sommes venus donc exprimer cette volonté sincère de coopération durable avec la France, avec son gouvernement, avec tous les milieux. Mais nous ne venons pas tendre la main. Nous ne quémanderons jamais. Nous nous comporterons toujours en homme responsable, en peuple responsable et digne. Nous disons la dignité, c'est l'harmonie entre le dire et le faire. Nous tâcherons de rester dignes. Nous respecterons tous nos engagements. Voilà donc, Monsieur le maire, la signification que nous accordons à l'occasion que vous avez bien voulu nous offrir à nous adresser à ces illustres personnalités représentant les différents milieux de la ville de Paris et donc de la France. Nous vous disons encore merci. Nous vous disons jugez-nous par nous-mêmes et non parce qu'on dit de nous. Et pour vous mettre à l'aise, avec votre permission, Monsieur le maire, je ne voudrais pas abuser du temps. Quel est le mot qui vient à l'esprit du français? En Guinée, il n'y a pas de droit de l'homme. Voilà ce qui est chanté. J'aiderai les auteurs en faisant un poème sur leur création et en les ridiculisant. Je vous assure, au nom de tout ce qui m'est cher, de mes grands-parents qui ont symbolisé la résistance africaine, de moi-même qui ai dirigé, organisé cette résistance jusqu'à l'indépendance, en tant que leader des syndicats, leader des jeunes,
jamais un homme en Guinée n'a été poursuivi pour raison politique, raison de délit de presse, raison de délit de parole. Si vous lisez mes thèses philosophiques, pour moi, il n'y a pas de raison d'État. Et nous sommes le seul pays à avoir perçu la fusion nécessaire entre l'État, le parti et le peuple en créant une phase historique, celle du parti-État. Vous n'avez qu'à lire les thèses philosophiques justifiant cette entité. Aucun individu en Guinée ne peut exercer une parcelle de l'autorité du pays, de la souveraineté nationale, sans avoir été élu par le peuple. À 17 ans, tout le monde est électeur. Aucune loi ne peut être votée par le Parlement guinéen sans avoir été soumise sous forme de projet à tous les villages, à tous les quartiers, pour que le peuple le discute, en détermine d'abord la moralité, en laissant au Parlement le soin de donner la forme régulière à la loi. Aucun peuple ne le fait. Nous sommes d'une démocratie avancée. Et ce n'est pas par orgueil quand je dis que notre système démocratique est en avance. Je voudrais que les plus sceptiques viennent en Guinée. Monsieur le Président, au sein de l'opinion française, en particulier au Parti socialiste, des voix se sont élevées ces derniers jours pour émettre ce qu'on peut appeler des réserves sur le respect des droits de l'homme ou les violations des droits de l'homme en Guinée. Je pense que vous aurez peut-être à ce sujet des conversations dans les jours qui viennent avec certains responsables français. Que comptez-vous leur dire? J'ai dit que la France a été induite en erreur. Aucun individu n'a été poursuivi en Guinée pour délit de presse, délit de parole, pour activité politique. Je suis un leader syndical connu du monde entier. Et la liberté, la dignité de l'être et du peuple me sont chers. Il y a eu en Guinée ce que vous avez toujours ignoré, une agression préparée par l'impérialisme qui en voulait à la Guinée. Des Guinéens se sont enrôlés dans des camps où ils ont subi la préparation militaire. Ils ont emprunté des avions étrangers. Ils sont venus débarquer le 22 novembre dans la nuit à Conakry. Ils ont massacré 360 personnes. Ceux-là ont été arrêtés par le peuple guinéen. Ils ont été jugés. Certains ont été condamnés. Ce n'est pas une question de droits de l'homme là. La France nous a donné l'exemple. Et je disais, Historia, votre revue, numéro 36, numéro 41, vous parlez de l'histoire de la France. Là, ce ne sont pas 8 qui ont été exécutés, mais des centaines, plus de 100 000 personnes ont été exécutées par le peuple français, et le peuple français a raison. Il a incarné là la volonté, la dignité de tous les peuples du monde. Et quand la Guinée, victorieuse, des agresseurs, des mercenaires, applique à ceci la loi qu'elle a décidée d'elle-même, pourquoi voulez-vous rattacher ce fait à une question de droit de l'homme? Est-ce que l'homme français, le Parisien, a droit aujourd'hui de mettre le feu à tous les biens des populations de Paris? Je ne pense pas. Il ne faut jamais opposer le droit de l'individu au droit de la société. L'indépendance, la souveraineté sont des droits collectifs conquis par le peuple de Guinée. Et ceux qui veulent attenter à l'indépendance et à la souveraineté de la Guinée sont des traîtres quand ils sont des Guinéens. Mais ici, on essaie de faire croire qu'il s'agissait des Français. Aucun n'est français. Tous sont des fils de Guinée. Certes, ils avaient épousé des Françaises. Mais la double nationalité, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'un Français qui épouse un Américain et qui vit en Amérique, avec sa femme américaine, je m'excuse, un Français qui épouse une Américaine, qui vit en Amérique avec sa femme, et qui porte, que l'Américaine, son épouse, porte atteinte à la souveraineté de son État, l'Amérique, ou non, le peuple américain, les juridictions américaines ont le droit de juger celle-là. Et quand elle sera jugée et condamnée, est-ce que le gouvernement français pourrait poser des questions au gouvernement américain pour qu'on lui parle du sort réservé à cette Américaine? Écoutez,
Nous avons trop de respect pour la France. La Révolution française est pour nous un symbole. Et nous aimerions que ceux qui parlent au nom de la France expriment la logique française, les valeurs chères à la France, le patriotisme, l'amour de la patrie est une valeur, la défense de la liberté est une valeur, la défense de la souveraineté est une valeur. Et alors, quand la Guinée défend ces mêmes valeurs, vous voulez l'accuser de quoi? Pour rester fidèle à elle-même. Je vous demande de laisser le problème de droits de l'homme, mais à titre personnel, s'il y a quelqu'un qui voudrait mieux connaître cette Guinée, je l'invite à y venir. Je l'invite à prendre tous les contacts dans tous les milieux qu'il désirerait. Et lui, il viendra ici comme propagandiste de la révolution guinéenne. Parce qu'il aura découvert que les droits de l'homme sont mieux respectés en Guinée que dans certains pays du monde. La France a souvent eu tendance à s'ériger en juge moral sur les affaires africaines, dénonçant les violations des droits de l'homme lorsqu'il s'agit de dirigeants africains comme Sékou Touré. Pourtant, un regard sur son passé révèle une réalité beaucoup plus sombre. Plus de 100 000 exécutions pour raison d'État, selon les archives d'Historia dans les numéros 36 et 42. Cela soulève une question fondamentale. Comment un État avec une histoire aussi chargée peut-il se poser en donneur de leçons, notamment envers les anciennes colonies? Mais avant de continuer, voyons ensemble l'erreur stratégique d'ouverture ou l'erreur fatale de Sékou Touré. Le président guinéen Ahmed Sékou Touré, connu pour son courage d'avoir dit non à De Gaulle en 1958, symbolisait une Afrique souveraine et libre de ses choix. Mais en cherchant à s'ouvrir à la France, il semble avoir sous-estimé la portée des agendas impérialistes. Plutôt que de bâtir une relation respectueuse, cette ouverture a été utilisée pour affaiblir son régime. Des institutions comme la Croix-Rouge ou Amnesty International, censées être neutres, se retrouvent accusées de produire des rapports alignés sur les intérêts de leurs sponsors occidentaux. Ces rapports ont contribué à ternir l'image de Sékou Touré, justifiant aux yeux de certaines personnes son élimination politique et finalement physique. Pourquoi les dirigeants africains devraient-ils toujours expliquer leur choix à la France ou aux puissances occidentales? Cet impératif vestige du colonialisme persiste comme un rappel brutal que l'Afrique est encore perçue comme devant rendre des comptes. Pourtant, la souveraineté signifie précisément le droit de décider sans pression extérieure. L'erreur de Sékou Touré n'est donc pas d'avoir été un dirigeant controversé, non, mais d'avoir cru qu'une collaboration avec les anciens colonisateurs pouvait être équilibrée et bienveillante. Quelle est donc la leçon pour l'Afrique? L'assassinat de Sékou Touré, direct ou indirect, signe une chose. Les systèmes occidentaux, aussi puissants soient-ils, ne sont pas des modèles parfaits pour l'Afrique. Ce passé chargé et les manipulations continuent de montrer que l'Afrique doit rompre avec l'idée de recevoir des leçons ou d'être jugée sur ses choix. En conclusion, l'Afrique doit s'affirmer sur la scène internationale en exigeant des relations d'égal à égal. Face à des puissances comme la France, elle n'a ni à se justifier, ni à se plier à des normes biaisées. Sékou Touré, malgré ses erreurs, symbolise ce refus d'une soumission et reste une figure majeure de la souveraineté africaine.